à toutes et à tous, le live stream a démarré. Bienvenue dans cette session de webinaire professionnel du jeudi 20 novembre 2026. Cette année avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition. 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse et plusieurs axes seront ainsi à l'honneur. Lancement de collections, labels et séries, mise en avant d'auteurs et d'autrices émergents et émergentes et de nouveaux talents, maison d'édition à découvrir et avant-première de collection à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Wizambly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. On accueille Dargo, qui va nous présenter Charivari, un nouveau label de bande dessinée jeunesse chez Dargo dans la thématique lancement de labels, collections et séries. Je vous laisse la main, Pauline Mermet, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis ravie de ne pas vous voir à l'écran, mais de vous parler de Charivari. Donc, moi, je m'appelle Pauline Mermet et je vous présente, on parlera avec lui tout à l'heure. J'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Mathieu Burnia, que vous voyez à l'écran, qui est un auteur avec qui je travaille depuis la toute première bande dessinée. Ça a été il y a à peu près, je dirais 15 ans environ qu'on se connaît. Et qu'est-ce que tu dirais, Mathieu, 15 ans? 2010, ouais, donc oui, 15 ans. Ouais. 15 ans et un des grands auteurs de bande dessinée aujourd'hui et donc avec qui c'est très joyeux de travailler. Donc, je suis très contente que tu sois là. Merci. Et puis là, vous voyez un très beau logo que j'adore, qui est tout déconstruit, qui fait un peu la fête, qui en fait est la grosse aventure qui m'a occupée cette année puisque j'ai lancé ce label qui s'appelle Charivari et donc aux éditions d'Argo. Et aux éditions d'Argo, j'y travaillais depuis déjà effectivement une quinzaine d'années quand j'ai eu envie de développer ce label. Donc Dargo, vous savez que c'est une grande maison d'édition de bande dessinée et donc pourquoi ce label? C'est parce que j'ai eu envie de développer plus amplement 3 lignes éditoriales que je vais vous présenter rapidement et c'est le moment où je ne sais pas comment faire dérouler le PowerPoint. Donc voilà, super. Donc j'ai fait le Charivari et si vous pouvez me faire un petit clic droit et juste me redire comment je fais. Ah oui, c'est ça, c'est bon, j'ai les flèches, pardon. Ah non, non. Comment je fais pour aller à droite? Normalement, vous avez des petites flèches sur le côté de la présentation, sur des chiffres qui vous permettent d'avancer et de reculer. Alors non, j'ai pas ça. Donc, si vous pouvez juste montrer le slide d'après. Okay, très bien. Mais c'est vrai que ce serait chouette que je puisse être autonome. Alors, attendez. Je vais vous remettre le contrôle du document, excusez-moi. C'est gentil. Donc, normalement, là, vous pouvez les contrôler. Alors, ah oui, c'est bon, je les ai, c'est bon maintenant. Pardon, super, c'est génial. Donc, effectivement, j'ai voulu faire le Charivari. Là, c'était pour vous présenter très rapidement, en fait, les 3 lignes éditoriales que j'ai souhaité développer, en effet, plus amplement dans ce label. La première, et vous voyez ici 4 titres qui sont parus cette année 2025, donc dans le label Charivari. Ce sont des récits intimistes. Pour la plupart, c'est de la non-fiction. Ce sont des livres qui sont publiés par des auteurs qu'on dit complets, c'est-à-dire qui font à la fois le scénario et le dessin. Et donc qui sont voilà vraiment très très ancrés dans la non-fiction. Donc il y avait pour rappeler leur titre, Moi je quarantaine de Haute Picot en janvier dernier. Il y avait Benjamin Adam qui a publié Inland 6 Inland 6. Une autrice jeunesse que vous connaissez, vous professionnels de l'édition jeunesse, qui s'appelle Magali Lehuche et qui vient de publier Punkassin. Et puis en septembre dernier aussi un très beau titre très fort de Nina Antico qui s'appelle Une obsession. Donc ça c'était une ligne qui concerne la bande dessinée adulte.
Il y avait une deuxième ligne éditoriale, donc qui est aussi de la bande dessinée adulte. C'est de la bande dessinée de reportage. En fait, je m'occupais chez Dargaud d'une collection de bande dessinée de reportage avec Mathieu Sapin, et on continue de proposer cette collection donc dans Charivari. Et le principe de cette collection, c'est que c'est des auteurs qui racontent le monde et qui les racontent comme des témoins directs, c'est-à-dire qu'ils vont raconter un sujet en le vivant de manière totalement immergée. Donc, à ce titre, Mathieu Sapin, au mois de mars, donc, avait passé 1 an et demi dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, et pas que dans les couloirs, puisque, comme vous le voyez sur la couverture, il était aussi dans le feu de l'action. Et donc, on a publié cette enquête. Et puis, en octobre, il y a à peine un mois, on a publié le reportage de Dorothée de Montfred, qui est aussi une autrice que vous connaissez en édition jeunesse, et qui a réalisé une bande dessinée adulte, un reportage sur les coulisses de l'Opéra de Paris. Mais voilà, je voulais juste vous présenter l'entièreté du label avant de vous présenter plus spécifiquement ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse ce soir, à savoir la bande dessinée jeunesse. Donc, voilà pour le… Alors là, je vous présente effectivement avec fierté, avec grande fierté, les albums qui ont été publiés cette année donc, dans Charivari et en jeunesse, qui montrent beaucoup d'éclectisme, de graphisme très fort, et une envie qui était de proposer des œuvres, des bandes dessinées qui rassemblent finalement les publics. C'est vraiment quelque chose qui me tient trop à cœur, très à cœur, c'est-à-dire de publier des BD qui puissent être lus par les enfants, les fratries, les petits frères, les grandes sœurs et leurs parents, et qui puissent être transmises et raconter, faire rêver. C'est important pour moi de se dissocier un petit peu d'une bande dessinée dite du quotidien. J'en parle d'autant que j'avais contribué à créer cette collection BD Kids chez Bayard Édition il y a plus de 15 ans, donc. Et c'est des BD que j'aime beaucoup. Mais là, je voulais vraiment proposer aux enfants de faire des grands voyages et de les faire rêver. Et d'ailleurs, vous ne le percevez pas sur cet écran, mais par exemple, Foudroyant ou Le Pêcheur et la Salamandre, ce sont des très grands formats. C'est des bandes dessinées qui, d'habitude, c'est un format qui est dévolu plutôt à la bande dessinée adulte. Et là, les graphismes que vous allez bientôt voir sont tellement somptueux que j'ai souhaité que pour les enfants, qu'ils aient accès à ce grand format qui met en valeur, en majesté les histoires proposées. Donc voilà les BD qui ont été publiés cette année dans Charivari. Je vais très rapidement vous présenter Le Pêcheur et la Salamandre, qui est une très belle histoire, qui est un diptyque qui était dessiné par Zoé Simpson et scénarisé par Geoffroy Monde, et qui met en scène deux anti-héros. Ce jeune pêcheur que vous voyez sur l'image, et qui est un orphelin qui a perdu ses parents, et la salamandre dont vous voyez les yeux rouges, un peu menaçants et effrayants, mais en fait qui est très sympathique. Ces deux êtres un peu esselés, enfin on peut dire carrément esselés, et qui vont vivre un très très beau road trip ensemble, qui fait un petit peu peur, puisqu'en fait ils sont soumis à une malédiction du poisson roi que vous voyez ici à l'image, qui va leur intimer de devoir aller chercher un espadon royal pour se racheter de leurs fautes. Et ce faisant, ils vont vivre une très très belle histoire d'amitié. Ce sont des graphismes superbes, et surtout c'est une très belle histoire d'amitié. Et je trouve que pour moi, il y a quelque chose de très de très volontaire de ma part de publier des histoires où l'humain est au cœur du monde. Et là, je vous présente très rapidement aussi la couverture du tome 2 qui paraît dès janvier prochain. Et qui devait paraître pour Angoulême. Bon, il n'y aura plus d'Angoulême, mais la BD sera là et magnifique. Voilà pour Le Pêcheur et la Salamandre. Très rapidement, je voulais vous présenter ce petit livre qui était un petit livre absolument charmant de Chin Leng, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié des livres pour enfants, les livres pour enfants de Baptiste Beaulieu aux Arènes. Et moi, c'est un achat de droit, ce livre. J'en fais très peu des achats de droit, je fais plutôt la création. Mais j'ai acheté ce livre parce qu'avec Chin Leng, je vais travailler à l'adaptation d'un roman de Flore Vesco,
Et donc, quand je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de ce petit livre où elle raconte les histoires de son petit garçon et qui sont des petites scénettes qui me faisaient penser un peu aux Peanuts. Et donc, j'ai publié ce petit livre qui est très charmant. Je vais ensuite vous présenter Betty et Polo de Adrien Poissier. Alors, c'est une belle histoire qui est reliée à Montreuil, Betty et Polo, parce que je l'ai rencontré il y a 2 ans. Je l'ai rencontré pour la toute première fois à Montreuil. En fait, il n'avait jamais fait de bande dessinée, Adrien Poissier. Il avait réalisé 2 romans qui étaient publiés à l'école des loisirs et il rêvait de faire de la bande dessinée et il rêvait de raconter les aventures de Betty et Polo, qui sont ces 2 petites volailles qui courent ici en couverture. Et en fait, ces petites volailles, elles réalisent dès les toutes premières pages, que c'est le soir de Noël, que le fermier va probablement les faire passer sur la table du réveillon, et pas seulement mais pas en convive, mais plutôt en plat. Et donc, ces 2 animaux qui sont tous zozos et un petit peu bêta vont décider de se faire la malle, de se carapater, et vont, dès les premiers jours de leur fugue, rencontrer un rat qui leur explique. Alors là, vous voyez, l'image est un peu pixelisée, mais c'est très rigolo. Il leur raconte que sur la grande ziggourate, c'est-à-dire la grande pyramide des classes sociales des animaux, eux, Betty et Polo, ils sont tout en bas. C'est les animaux de ferme. C'est vraiment la lie de l'humanité, parce que vraiment, ils sont en bas de l'échelle sociale. Le mieux, c'est les espèces protégées. Mais bon, s'ils étaient des animaux domestiques, ce serait déjà un peu mieux pour eux. Et donc, en fait, Betty et Polo vont vouloir devenir animaux domestiques. Et donc, il y a toute une aventure qu'ils vont vivre pour devenir animaux domestiques, qui va les emmener à l'école, à Paris. Et si vous voulez en voir plus, je vous invite à venir découvrir Betty et Polo sur le stand des éditions d'Argo à Montreuil la semaine prochaine. Et sachez que Betty et Polo sont en train de vivre une deuxième aventure en cours d'écriture. Ils vont vouloir devenir cette fois-ci des animaux de cirque. Mais place à Foudroyant. Et puis, alors peut-être que Mathieu, tu peux raconter comment est né ce projet aussi, et conversons gaiement. Ça marche. Merci pour l'invitation. Alors, comment est né ce projet? D'abord, ça a commencé par une envie de paresse. C'est que je sortais d'un gros livre, Furieuse, qui faisait 240 pages. Et j'ai dit à Pauline, j'aimerais bien faire un 48 ou 54 pages, un format classique de bande dessinée. Est-ce que je peux faire un tome comme ça? Et Pauline m'a dit, écoute, ce genre de format, c'est plutôt pour une série. Et je lui ai dit, non, justement, je suis trop flemmard, j'ai pas envie de le dessiner. Mais justement, je pensais au Carrascoët à ce moment-là. J'ai dit, j'ai peut-être une idée derrière la tête. Ce serait de scénariste. Et j'ai proposé, et en fait, c'est le lendemain que j'ai proposé une histoire qui m'est venue assez vite, celle de Foudroyant. Je l'ai proposée au Carrascoët et à Pauline le même jour, et tout le monde a validé. Donc, le début s'est fait très vite. C'est vrai que c'est marrant dans l'édition. Je sais, vous ne savez pas tout le temps, mais parfois il y a des projets qui mettent des siècles avant de se mettre en marche. Et puis parfois, tout s'aligne correctement. Et ça veut dire que ça va très bien se passer. Et alors, pour vous dire, les Carrascoët, peut-être que vous ne connaissez pas tous leur travail. En fait, c'est des auteurs qui viennent vraiment de la bande dessinée classique. Ils s'étaient fait connaître notamment par une série qui s'appelle Miss Patouche. Ensuite, ils avaient publié Beauté. C'était des œuvres qui étaient plutôt pour les adultes. Et moi, je les ai rencontrés quand il y a justement 3 ou 4 ans, j'avais publié Deux capes et deux mots, qui était l'adaptation d'un roman de Flore Vesco, et ils avaient tous les deux, parce qu'ils travaillent à 4 mains, dessiné avec Grâce cette adaptation. Et donc, c'est vrai que le désir de travailler à la fois avec Mathieu Burnia, que je connais depuis 15 ans, et puis avec les Carrascoët, avec qui j'avais collaboré super génialement sur Deux capes et deux mots, quand tout s'est un petit peu imbriqué là sur Foudroyant, c'était assez génial. Et puis alors, Mathieu, est-ce que tu peux raconter ce que c'est Foudroyant? Alors, Foudroyant, ça c'est un truc que j'adore faire, c'est résumer les histoires. Tu le fais beaucoup mieux que moi. Foudroyant, c'est l'histoire d'Icare, qui est un jeune berger qui vit sur l'île de l'Atlantide avec sa grand-mère. On les voit sur l'image d'ailleurs, c'est la première page de la bande dessinée. Et en fait, Icare se fait un petit peu malmener à l'école. Il est aussi amoureux de la
je lis Kallio, qu'on voit de nouveau à l'image ici. Et pendant qu'il vit ses émois, pendant qu'il vit les émotions de manière très forte, il y a quelque chose qui se réveille en lui, c'est un pouvoir, et c'est le pouvoir de l'électricité. Et ça se passe dans un contexte où l'Atlantide est une île où on comprend que c'est une île qui avait un passé très glorieux et que petit à petit, elle s'est détruite, elle s'est effondrée, on ne sait pas vraiment pourquoi, et on comprend petit à petit que justement, c'est parce que cette île abritait beaucoup d'élus comme Icare, des gens qui maîtrisaient l'électricité, et cette électricité a mystérieusement disparu. Et il y a quelques élus qui sont encore électrisés, disons. Et on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a une armée secrète qui surgit régulièrement des flots, l'armée de Neptune, et qui vient enlever les détenteurs du pouvoir de l'électricité. Et donc, en fait, ce qu'on a voulu raconter derrière ça, c'est bien sûr une vraie aventure, une promesse d'aventure qui va se suivre sur plusieurs tomes, mais c'est aussi des thèmes sous-jacents comme l'usage de l'énergie, l'écologie, l'amitié. Voilà, on essaie, c'est pour ça qu'on justement là, on l'évoquait dans les commentaires, c'est une BD intergénérationnelle parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, bien que je fasse vraiment confiance à l'intelligence des enfants pour qu'ils comprennent tous les niveaux de la lecture de cette bande dessinée. Ils font peur. Ils font peur, hein. Alors, je me permets, parce que depuis que j'ai accès aux petites flèches, moi, je vois pas s'il y a des commentaires. Donc, Mathieu, c'est toi qui lis s'il y a des commentaires ou des questions, hein. Parce que je vois pas le fil. Et là, je vous montre, c'est ce qu'on appelle du chara-design. Et en fait, avant que l'histoire arrive, voilà des premières recherches graphiques qui ont été faites. Et moi, j'ai tout de suite été subjuguée par cette armée de Neptune qui fait vraiment très peur. Et ce que j'adore dans cette bande dessinée, c'est que en fait, on frissonne vraiment, à la fois de peur, mais aussi il y a la naissance de petits émois, soit amicaux, soit amoureux, mais des balbutiements, et je trouve que c'est absolument charmant. Et puis évidemment, ce que je racontais tout à l'heure dans ce désir, dans cette envie de rassembler les publics, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et moi je trouve que c'est incroyablement génial aujourd'hui, merci pour les petits cœurs, de pouvoir raconter une histoire avec un contexte qui est en effet un postulat qui évoque ce qui pourrait se passer si demain notre société était en banqueroute énergétique, et en même temps de nous interpeller, mais c'est le contexte de l'histoire, et ça je trouve que Mathieu, tu fais ça vraiment avec énormément d'intelligence et de brio, et puis évidemment c'est haletant, et une de nos aventures éditoriales sur cette série, on a vraiment pris un risque énorme parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus jamais quasiment en édition, c'est que c'est une histoire à suivre en 6 volumes. Et c'est pas des histoires qu'on appelle dans notre jargon, on dit est-ce que c'est un récit complet? Eh bien, Foudroyant, c'est vraiment une série à suivre, et je pense qu'on a eu très très fort le désir, à la fois vous les auteurs, Mathieu, Marie et Sébastien, et moi l'éditrice, de proposer ce type d'histoire dont on a vraiment, ça termine sur un cliffhanger, c'est-à-dire que vraiment on est le tome 1, ça termine vraiment sur quelque chose qui nous prend aux tripes, on a envie de savoir la suite, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de plus en plus rarement en édition, parce qu'aujourd'hui les éditeurs veulent pas prendre de risques, mais veulent être sûrs que l'histoire elle est complète, et nous on a vraiment pris un parti pris très audacieux de se dire que c'était une histoire en 6 volumes, et d'ailleurs je vais vous en présenter la couverture du tome 2 qui est paru en octobre dernier, et Mathieu… Mais je voudrais justement te dire, c'est bien une histoire complète, mais ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est que chaque tome se clôture aussi, c'est qu'il y a une histoire par tome, et puis il y a une méta-histoire qui va englober les 6 tomes. Donc, bien sûr, il y a un cliffhanger à la fin de chaque album, mais on est aussi content parce qu'il y a toujours une forme de conclusion par rapport à l'aventure qui est proposée dans chacun des tomes. Donc, si on est dans le jargon, ça veut dire qu'on est dans une histoire complète en 6 volumes avec des récits conclusifs par album.
Et alors, pour vous raconter un peu aussi les secrets de la façon dont on a bossé, c'est que ce titre est paru en janvier de cette année. Et puis, ce tome 2, dont vous voyez la couverture, était censé paraître en janvier prochain. Et puis, quand on a vu à la fois le super accueil de cet album qui est arrivé en janvier et que tous les lecteurs nous disaient, mais en fait, on va jamais tenir un an, et aussi, encore pire, les enfants, ils sont d'une telle impatience, c'est trop long. En fait, Mathieu et les Carasquettes se sont super bougé les fesses pour finalement avancer la date de publication de Foudroyant à octobre, et donc à peine 9 mois après la sortie du tome 1. Donc ça, c'est pour vous raconter un peu la logique éditoriale. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus sur La Montagne de Feu, parce qu'il y a un twist en termes aussi d'univers. Oui, alors du coup, j'ai pas envie de spoiler le 1, mais donc d'une manière ou d'une autre, Icare et Caillou vont quitter leur île natale, l'île de l'Atlantide, pour se mettre à la recherche de quelque chose dont je vais pas dévoiler, mais donc ils arrivent sur une île où on manque d'eau, et ils vont se rendre compte qu'il y a tout un secret qui abrite cette île, et c'est une île assez mystérieuse qui est dirigée par une inquisitrice despote, et ils vont faire la rencontre notamment d'un chevalier qui va un petit peu bousculer les habitudes d'Icare. C'est que Icare, c'est un personnage, c'est encore un enfant qui pense qu'il doit contrôler ses peurs, qui a souvent très peur, etc. Et ce chevalier arrive comme un héros qui ne parle que d'honneur. Et le thème sous-jacent de ce récit, c'était de parler des peurs, en fait. Et cette idée de chevalier, ça m'est apparu quand j'ai lu un roman historique dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est vraiment un roman historique du 19e où les chevaliers ne parlent que de la notion d'honneur, qu'ils sont prêts à mourir pour ça. Et j'ai décidé de tourner ça en dérision. Et finalement, je me dis, c'est marrant, ces gens qui essaient de braver la peur, finalement, pour moi, ils n'ont pas spécialement raison. Et je prenais plutôt le parti d'Icare, de quelqu'un qui accepte sa peur et qui décide de vivre avec, et qui décide justement d'utiliser comme un outil pour avancer dans l'histoire. Et il y a cet antagonisme que je trouve intéressant entre Icare et le chevalier. Voilà. Ça, c'était pour le contenu plutôt psychologique, mais il y a bien sûr une grande aventure de nouveau dans ce deuxième tome. Et évidemment, on ne peut pas vous raconter, mais vous voyez effectivement de la richesse des planches. Et là, tu parlais de la peur. J'adore cette façon de dessiner la foule horrifiée. Et puis évidemment, là, je vous ai pas montré tous les. Oui, je sais. Alors là, attention, parce que donc là, vous qui êtes en visio, vous avez accès à des planches qui n'ont encore jamais été publiées et que moi-même, je n'ai découvert en couleur qu'avant-hier, et qui sont absolument somptueuses, et qui sont déjà le tome 3 qui paraîtra en mai prochain. Et donc, pareil, donc les auteurs tiennent cette cadence voulue par cette série en 6 volumes, et où on se dit qu'aujourd'hui, on est à une époque où il faut absolument battre le fer tant qu'il est chaud. Et je vous laisse découvrir ce tome 3 somptueux. Et Mathieu, il y a Brice qui pose la question de savoir combien de temps prend un tel projet. Alors, c'est extrêmement relatif d'un auteur à l'autre. Là, l'intérêt des Carasquettes, c'est qu'ils ont un dessin qui est... Déjà, ils sont vraiment rodés au métier. Et ils dessinent à 4 mains, comme le disait Pauline. Et puis moi, je suis coloriste, donc je sais suivre le rythme de leur dessin. Et en plus, on a un aplatiste. Mais donc, ce genre de projet, on peut faire un tome en 6 mois, comme on peut le faire en 4 ans. Et on travaille avec une autre autrice qui est ultra talentueuse, et qui là a dépassé les 2-3 ans pour faire un projet plus ou moins similaire. Donc il n'y a vraiment pas de timing précis. Mais il y a bien sûr la notion financière pour les auteurs qui rentrent en jeu, c'est que dépasser 1 an pour faire une bande dessinée comme ça, c'est pas toujours évident.
Il faut savoir aussi que c'était aussi ce désir d'être dans une pagination contrainte et de rejouer vraiment les codes aussi de la bande dessinée franco-belge dans toutes ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que moi je vous ai présenté tout à l'heure des bandes dessinées pour adultes qui sont aujourd'hui, qui s'incarnent beaucoup dans ce qu'on appelle des romans graphiques avec des énormes paginations, beaucoup plus denses. Et c'est vrai que l'intérêt aussi d'être une pagination de 54 planches, puisque c'est de cette pagination qu'il s'agit, ça permet quand même aussi d'être plus ramassé. Et Mathieu a l'humilité ou oublie de dire quand même quelque chose qui est fondamental, c'est que Mathieu, qui est donc par ailleurs un auteur complet de bande dessinée, je pense que c'est un des auteurs avec lequel je travaille qui est le plus doué dans ce qu'on a dans l'écriture dans ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire dans la manière de faire un storyboard de bande dessinée. Et pour Foudroyant, il réalise les découpages, les storyboards complets de tous ces albums. Donc c'est vrai que pour les Kerasquettes, c'est aussi une manière d'arriver dans des chaussons bien moelleux, bien chauds et bien déjà bien affûtés. Et c'est vrai que c'est un des grands talents d'écriture, Mathieu, hein, on peut le dire. Enfin, moi, je peux le dire, toi, tu peux pas. C'est plutôt à l'éditrice de le dire. Et donc, voici quelques pages en avant-première de ce tome 3 qui est absolument incroyable et que j'ai hâte de livrer au monde, mais ça sera en mai prochain. Donc voilà pour Foudroyant. Pour que vous le sachiez, Mathieu a déjà écrit l'histoire du tome 4 qui est formidable. Et alors attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. Et donc on va tenir cette cadence. Et c'est vrai que on a su relever le défi, voilà, de publier une série qui aura été en 6 volumes et qui va s'étaler sur 3-4 ans, je dirais. Et puis, je voulais profiter de la présence de Mathieu pour vous présenter donc une bande dessinée à paraître en fin d'année prochaine, probablement en septembre ou en octobre, qui est là, c'est une couverture provisoire. Pour information, mon cher Mathieu, j'ai eu Mélanie au téléphone hier, elle doit nous envoyer la vraie couverture normalement hier, donc j'imagine que comme on l'a pas eu aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Voilà. Et donc, on parlait de Mélanie Allag. Donc, Mélanie Allag, qui est une autrice que vous connaissez peut-être, qui est une autrice de bande dessinée, avec qui on a la joie de travailler sur ce conte qui a été écrit par Mathieu, qui sera un conte qui est raconté en 2 volumes, donc c'est un diptyque qui est un petit peu influencé par les contes russes, Mathieu. Il y a quelque chose un petit peu. Si tu veux en dire un petit mot sur ce jeune garçon qui est Pouce. Alors, Pouce, c'est même pas un jeune garçon, ça devrait être un bébé à l'heure qu'il est, parce qu'en fait, il y a un ogre qui lui a jeté un sort, c'est que pour lui, les heures sont vécues comme des secondes, les journées comme des minutes, et donc il grandit à vue d'œil. Et donc il n'a pas le temps de profiter de son enfance. Et le seul moyen de rompre ce sort, c'est d'aller rendre visite à cet ogre qui a l'air d'en vouloir beaucoup au père de Pouce, qui est le seigneur du pays. Et donc il sera question dedans, de nouveau, d'écologie, mais plutôt d'environnement, de biodiversité. Et de nouveau, j'aime ce rapport à l'enfance. Je crois que je n'ai pas encore tout résolu personnellement. Donc là, il s'agit vraiment aussi des émois, mais également de la confrontation de l'enfance par rapport au monde adulte, disons. Et alors, je vois les planches et donc je m'émerveille à chaque fois que je vois ça parce que donc, Mélanie, elle a une technique vraiment particulière pour cet album, c'est qu'elle fait tous les décors à l'aquarelle et puis elle les met elle les découpe sur ordinateur et c'est sur l'ordinateur qu'elle va rajouter des personnages. Donc en fait, c'est une technique mixte et ça fait référence en fait au film d'animation qu'on voyait à l'époque, où on voyait clairement les personnages qui étaient dessinés, peints à la gouache sur cello, avec des aplats assez définis, et puis derrière, des décors un peu plus ciselés, plus photographiques. Et le rendu, là, je trouve vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de le voir imprimé. Et c'est somptueux, tu as raison, et ça sera publié l'année prochaine. Donc, si tout va bien. Et alors, avant de vous laisser la parole, je voulais vous représenter ce qu'on a un petit peu le programme de parution de l'année prochaine. Donc, ça va être Charivari, ce label que je vous ai présenté, année 2,
Et pour la jeunesse, vous aurez donc Suite et fin du pêcheur et la salamandre en janvier. Je vous invite aussi à venir rencontrer Zoé, la dessinatrice, parce qu'elle sera à Montreuil la semaine prochaine en dédicace. Elle sera samedi et dimanche. Et je précise que Zoé, c'est sa toute première bande dessinée. Elle est extrêmement forte, elle aussi, pour arriver justement à montrer la finesse des expressions des personnages et puis à créer des mondes exotiques. Vous aurez ce tome 3 de Foudroyant. J'ai mis une fausse couverture nulle, hein, Mathieu, tu m'excuseras. Il va falloir qu'on s'attelle à la couverture. J'ai récupéré la couverture du tome 1 de Betty et Polo, mais vous aurez une nouvelle couverture pour un tome 2 donc, de Betty et Polo fin août prochain. Cette nouveauté qui va être somptueuse, qui est effectivement le premier volume de Pouce. Et puis, si tout va bien, si ça se goupille bien, vous aurez un tome 4 de Foudroyant en fin d'année pour vous montrer, mais ça c'est tout à fait exceptionnel, des auteurs qui bossent vite et bien. Ça n'arrive pas si souvent, donc c'était bien de les mettre en avant ce jour avec toi Mathieu, et avec qui encore une fois c'est tellement agréable de créer, de proposer des BD intelligentes et divertissantes. Je pense que c'est ici que la bande dessinée montre vraiment ses immenses qualités avec un auteur comme toi. Donc, fière de toi. Et enfin bref, trop heureuse de bosser avec toi. Et alors, c'est peut-être le moment des questions. Et alors moi, comme une nullos, je vois pas s'il y a des questions. Alors c'est toi, Mathieu, si jamais il y a des questions, tu les lis. Non, on a répondu à celle de Brice. N'hésitez pas. Est-ce que Après, vous avez des questions? Je connais pas du tout l'intérêt des visio-spectateurs. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, on est ouvert à tout. N'hésitez pas. En attendant, je vais prendre le journal qu'on m'a donné aujourd'hui, le journal belge. Et alors, c'est la grande classe, donc il ne peut pas vous le dire lui-même, mais donc il a eu le prix Rossel de la bande dessinée pour Foudroyant la semaine dernière. Et alors, nous ne sommes pas belges. Mathieu est belge, je crois que j'ai omis de mentionner ce fait d'importance. Et c'est le prix le plus prestigieux en Belgique. Donc, on est très, très fiers que tu aies ce prix. Et puis, je peux aussi... Pour Foudroyant, et aussi, je peux le dire, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est notre grande journée de grande tristesse, puisqu'on apprend qu'il ne va pas y avoir de festival d'Angoulême, mais Foudroyant était dans la sélection jeunesse des prix d'Angoulême cette année. Mais malheureusement, il n'y aura pas de fête cette année de la bande dessinée à Angoulême. Mais en tout cas, c'était une grande... pour nous, enfin pour moi en tout cas, pareil, fierté et joie que Foudroyant, dans lequel on a mis tant de cœur, soit dans cette sélection. C'était signifiant pour moi. Donc c'est dit. Oui, bon. De toute façon, je peux le dire parce que comme il va rien se passer. Ok. Enfin, je crois, hein, il me semble. Je crois qu'il y a des festivals qui continuent à se battre un peu, mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de résultats de leur côté. Mais je ne suis pas sûre, oui. Je ne vois pas d'autres questions qui vous sont adressées, comme vous avez répondu au fur et à mesure au fil de la présentation. Ah, il y a une question. Quel est le trait en commun des 3 volets Charivari, adulte, reportage immersif et jeunesse? Vous l'avez dit peut-être au début, mais je n'ai pas pu entendre. Non, il n'y a pas de lien. Enfin, c'était en fait mon goût personnel d'éditrice. Donc, c'est moi qui fais le lien entre ces 3 lignes très différentes. Je disais, pour schématiser, et c'est complètement subjectif aussi, que j'éditais les BD que j'avais envie de lire en tant qu'adulte et les BD que j'avais envie de proposer en lecture à des enfants. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a encore 5 minutes, 7 minutes devant nous. Mais après, si on peut conclure, c'est sans souci. Je vous laisse encore quelques secondes. Mathieu, tu peux redire quelque chose pour terminer? Alors, la BD de Dorothée est magnifique. Je lis un commentaire. C'est pas moi qui le dis. Parce que tu n'as pas eu ce commentaire. Eh bien, ça me fait très plaisir et je lui dirai, elle est en dédicace si ça vous intéresse, demain à la librairie de Paris à 19h et elle est en dédicace samedi matin à Saint-Mandé.
Et c'est vrai qu'elle a fait une très très belle bande dessinée. Et moi, ça m'a trop plu de l'accompagner, elle qui vient de la bande dessinée jeunesse. C'est un peu comme Magali Lehuche, d'accompagner des auteurs à s'inventer un petit peu différemment et à venir faire de la bande dessinée adulte. J'aime beaucoup créer des passerelles entre l'édition jeunesse et la BD. Et en ce qui me concerne, moi j'ai un coup de cœur pour Le pêcheur et la salamandre, parce que c'est une bonne BD et parce que j'aime beaucoup le travail de Geoffroy, avec qui j'ai déjà collaboré. Geoffroy Monde qui a un grand répertoire, qui fait des BD de tout genre, et chaque fois il essaie toujours de se dépasser et de ne jamais suivre les lignes classiques de l'écriture. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et donc, du coup, chaque fois qu'il y a un nouvel album de Geoffroy, je suis content de le lire, je ne suis jamais déçu. Et puisqu'on se dit tout, moi, j'aimerais bien retravailler avec tous les deux aussi. Vous deux, il y a un truc qui se ensemble. prépare peut-être. Ah, eh ben, on parle devant témoin. Et d'ailleurs, on terminera là-dessus. C'est vrai qu'on va remercier aussi l'organisation du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, parce que c'est vrai que ça crée c'est des endroits qui créent des liens. Et c'est vrai que Furieuse, qui était la bande dessinée qui avait été scénarisée par Geoffroy Monde et qui avait été dessinée par toi, Mathieu, avait eu la pépite de BD de Montreuil il y a, je crois, 3 ou 4 ans, 3 ans. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Personnellement, moi aussi, j'adore Furieuse. Merci. Je vais vous laisser rappeler le numéro de votre stand, même si je sais que celui de Dargo est bien visible. Est-ce que vous l'avez en tête? Ah, mais alors, tellement pas. Pardon. Alors, c'est intéressant parce que quand même, venez nous voir la semaine prochaine. On va être là avec beaucoup d'auteurs. Il y aura Sébastien des Carasquettes qui va dédicacer Foudroyant. Il y aura Zoé Simpson pour Le pêcheur et la salamandre. Adrien Poissier pour Betty et Polo. Chin Leng sera resté au Canada parce que c'était un peu trop loin pour la faire venir. Et cette année, nous sommes Dargo est hébergé sur le stand de Little Urban. Donc, venez vraiment nous voir. Et d'ailleurs, et si jamais, moi, je vais être pas mal sur le stand. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Ça me fera plaisir de vous rencontrer en vrai. Avec plaisir. Hâte de vous voir la semaine prochaine, du coup. Merci à tous. À partir du 26 novembre, vous pouvez retrouver l'intégralité des webinaires en replay et on vous invite également à consulter le programme sur le site slpj.fr si vous avez envie de repérer les horaires de vos auteurs et autrices préférés et aussi les stands éventuels que vous aimeriez visiter. Excellente soirée et bonne continuation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.